Bonjour. Bon, bah, c'est l'entracte dans l'axe, dans l'arc Tech and Dev, hein. Vous savez, toutes les 2 semaines, je fais un sujet plutôt technique et la semaine d'après, un sujet plus généraliste. Donc là, on a fini toute la série sur Ruby, hein, sur l'introduction à Ruby. On va réattaquer, pas sur cette vidéo, là c'est l'entracte, comme je vous ai dit. On va réattaquer avec toute une série concernant de Ruby à Rust. Voilà, je trouvais que c'était sympa de vous expliquer Ruby. Comme ça me permettait que vous m'accompagniez, que je puisse aussi vous accompagner sur le chemin que je fais moi vis-à-vis de Rust et l'intégration de Rust que je suis en train de faire personnellement. Et autant le partager avec vous. Derrière cette série de Ruby à Rust, on aura une série que je prépare depuis un petit moment qui s'appelle Docker, un deep dive Docker. Et là, on va plonger dans les arcanes un peu plus techniques de Docker. Ça fait un peu suite à une série que j'ai fait il y a déjà un bon moment, et presque une des premières séries que j'ai fait sur la chaîne, concernant le cloud, la containerisation et la CI/CD. Donc là, on va rentrer dans des fondements beaucoup plus techniques. Mais là, on va se détendre un petit peu, et puis on va essayer de partager ensemble des tier listes des langages de programmation. Alors c'est ma vision, c'est ma vision. Je me suis quand même basé sur certaines sources. Je vais essayer de les partager avec vous pour essayer de les construire. Et puis j'ai essayé de faire ça sur des modalités un peu fun. Jingle. Alors c'est parti pour ce petit exercice de tier list. Ouais, il y a plein de chaînes YouTube qui font ça. Je me suis dit, allez, moi aussi, hein, moi j'ai essayé de trouver un sujet qui était un peu sympa et qui, à mon avis, peut vous intéresser. On va essayer justement de regarder un petit peu et de positionner les différents langages de programmation sur des axes par rapport à leur performance, leur aspect dynamique, l'appétence des communautés, la polyvalence et l'efficacité. Donc effectivement, ça va nous permettre. Moi, je veux pas essayer de trouver un seul et unique classement parce que je pense que ça n'a aucun sens. Oui, on pourrait le faire sur la taille des communautés. Oui, mais ça marche même pas puisque vous vous rappelez quand on a fait la vidéo sur le low code dans l'introduction, j'avais repris les différentes générations de langage. Ils servent pas tous à la même chose et la taille de la communauté n'est pas la même. C'est pas pour ça que le langage est pas pertinent et n'a pas vocation à être utilisé. Alors les nominés. Effectivement, j'ai fait ma petite sélection. Je pouvais pas forcément faire ça sur la totalité des langages parce que là, sinon, c'était pas un entracte, c'était une saison. Donc, bah déjà, il y a TypeScript et JavaScript, hein, parce que c'est quand même des langages qui sont devenus incontournables. Je pouvais pas faire autrement. Java. Enfin, comment je pouvais enlever Java de cet exercice? Non, c'est pas possible. Java est omniprésent. Java a une place importante au niveau business. Donc forcément, on devait y aller. Les langages interprétés dynamiques, et notamment Ruby, ça aurait été quand même dommage que je mette pas Ruby dedans, mais Python aussi, évidemment. Et puis effectivement, c'est des langages qui sont très très présents. Alors peut-être moins Ruby, mais bon, de toute façon, c'est mon langage de cœur, donc vous allez l'assumer quoi qu'il arrive. PHP. Ah ouais, j'ai fait aussi pas mal de temps en PHP. Je suis vite passé à Ruby, mais PHP est énormément utilisé encore et je pense qu'il a eu ses heures de gloire, mais que de toute façon, avec l'inertie, il est encore de toute façon incontournable. On ne pouvait pas faire sans. Kotlin. Kotlin, il s'est fabriqué, il s'est positionné, donc on va en traiter aussi. Swift, qui est aussi, qui est aussi une technologie qui a sa place dans cette liste de nominés. Bah là, là, la famille complète, hein, C++, C Sharp, forcément, hein, ils sont importants, omniprésents sur les aspects système pour le C++ un peu moins, et puis pour le C Sharp aussi, des usages un peu différents. C'est impensable de ne pas les avoir dans la liste des nominés. Et puis Go et Rust. Rust aussi, évident, vous allez le subir aussi forcément, mais en tout cas non, il faut investissez du temps dessus. Et puis Go, c'était important aussi de remettre Go dessus. Alors, les pas sélectionnés. Alors, MATLAB.
parce que j'en ai souffert pendant toute ma scolarité dans le secondaire, donc à la niche, d'accord. SQL, bah non, il est trop spécifique. Donc, enfin, voilà, pour moi, non, non, il n'avait pas sa place. Les shells, les différents shells, Bash, Corn Shell, TC Shell et ainsi de suite, ce ne sont pas des langages de programmation. C'est des machines à fork. À chaque fois que vous lancez une instruction ça fork. C'est donc pas un édifice cohérent en lui-même. Donc moi, je ne souhaitais pas le traiter comme un langage à part entière et donc le traiter dans ma shortlist. Et puis c'est mon choix, de toute façon. Delphi, Pascal, non, parce que je pense que bah il y a une vraie perte de vitesse sur ce sujet. R, alors là c'est parce que peut-être que je maîtrise pas assez et que du coup j'avais du mal à faire l'exercice avec. Perl, parce que, voilà, j'ai même pas envie de me justifier sur Perl. Et puis il y a HTML et CSS, pour moi ce sont des macro-langages, voilà, JavaScript c'est suffisant. Non, enfin pour moi c'est plus du macro-langage de présentation, donc je les ai pas intégrés dans ces shortlists. Alors, les sources, je vous ai dit, effectivement, c'est mon avis personnel. On va parler de mon avis. Mais par contre, effectivement, je me suis basé sur des sources et des enquêtes populaires, des sondages populaires. Stack Overflow, Developer Survey, les rapports Octoverse de GitLab, le State of JS, des sources qui finalement donnent des éclairages, hein. Des indicateurs de communauté, ceux que je veille et pour lesquels je fais de la veille régulière, les activités GitHub, GitLab, le nombre de paquets disponibles, la taille des écosystèmes, la dynamique des écosystèmes. J'essaye quand même de faire les choses en ayant une approche pragmatique et concrète pour faire mon analyse. Les benchmarks de performance. Donc là, c'est tout sur toute la partie tier list performance où effectivement, bah là, je suis coltiné un bon paquet de benchmarks. Et puis après, toutes les sources qui traitent des consensus de l'industrie, des opinions d'experts. Donc là, c'est grâce à des outils de veille sur les articles de blog, des conférences, des whitebooks, les outils que j'utilise moi pour faire ma veille, ça me permet de me faire mon propre avis. Mais j'insiste, on parle de mon avis personnel. Ce que vous allez voir là, cet exercice, c'est ma vision, et j'ai essayé de la faire sur une approche un peu fun, avec des tier lists un petit peu plus sympas que simplement dire quel est le langage le plus utilisé. Je m'en fous comme de ma première chaussette. Donc on va regarder la course infernale. Voilà, on va regarder le sujet performance d'exécution. Quels sont les langages les plus performants? Ensuite, on va essayer de se concentrer sur la petite fête au village, là, quelle est la taille et l'activité des communautés. Alors, c'est souvent même plus orienté sur l'activité des communautés que sur la taille, mais il y aura les deux aspects. Il y a la tier list street food, c'est fast food, street food, comment développer vite la productivité du développeur, quels sont les langages qui permettent de prototyper le plus vite, de faire des POC le plus rapidement possible. La boîte à outils du bricoleur, quels sont les langages les plus polyvalents qui nous permettent d'adresser le plus de cas, c'est-à-dire je fais un effort pour intégrer, apprendre un langage et je peux m'en servir pour faire plein de choses. Et puis après, il y a les relations amoureuses. Et là, effectivement, on va voir que ça se fait des bisous quand même. Pas partout, pas partout. Et puis donc, on va parler de l'adoption et de l'appétence, la satisfaction et le bonheur du développeur. Donc, on commence avec la course infernale. Et donc, qui j'ai positionné parmi les champions, parmi les plus rapides? Bon, bah là, c'est pas tellement surprenant. On est dans le compilé. C, Rust, C++. Bon, bah là, ça s'exécute pas, ça se téléporte. C'est Speedlight. Ça va à la vitesse de la lumière. C'est des langages qui sont au plus près du matériel, au plus près du hardware. C'est le métal qui parle. Et puis bah là, on est avec les trois langages les plus rapides. Juste derrière, on a les Formule 1. Donc là, on a Go, on a C Sharp, on a Java. Ils sont extrêmement rapides. Alors Java, effectivement, il y a un ticket d'entrée, c'est l'initialisation de la machine virtuelle. Mais par contre, une fois qu'elle est initialisée, en plus, cette machine virtuelle Java, elle vient garantir des ranges de fonctionnement, elle vient créer une linéarité d'exécution, et on sait qu'on a des limites inférieures et supérieures de fonctionnement, et que quand on est dans ces limites, Java, ça décoiffe. Par contre, effectivement, ces langages, ils viennent tous avec des garbage collectors.
Et voilà, il faut considérer ce garbage collector comme un temps de passage au stand pour changer les pneus. Et du coup, par contre, effectivement, bah, ils sont super rapides, mais des fois, de temps en temps, ils doivent s'arrêter. Et ils doivent faire du minage. Donc, en termes de performance, on les met un cran en dessous. Ensuite, on a les jolies berlines sportives. Voilà, les trucs, ça avance pas mal, c'est bien. TypeScript, JavaScript, Kotlin, Swift. Donc là, on va pas gagner le Mans, hein. C'est pas, c'est pas la Gran Turismo, hein. Mais ça roule bien, c'est confortable, puis ça permet de faire des belles choses et tout. Donc voilà, on est encore en dessous. Et puis bah, sur cette catégorie, là, il y a les trottinettes électriques, hein. Tous les interprétés, bon bah là, enfin, c'est Ruby, Python, PHP, on les choisit pas parce que c'est des bêtes de course. On les choisit parce que on va développer vite, mais on les choisit pas parce que c'est des bêtes de course. Donc voilà, là, au niveau des performances, sans surprise, les langages compilés mettent une claque à tout le monde. Un peu moins quand ils ont un garbage collector. Et puis après, on a une approche plus interprétée qui forcément va un peu changer les performances. On passe à la deuxième tier list. Et là, c'est la fête au village. Donc là, ce qu'on va mesurer, c'est l'activité et la taille des communautés. Alors, qui c'est qu'on a là-dedans? Déjà, la catégorie Woodstock, hein. Là, c'est le gros festival, il y a un monde de fous furieux, c'est des communautés énormes. Vous avez à peine crié au secours qu'il y a quelqu'un qui vient vous aider. On va retrouver, effectivement, c'est la conjonction de à la fois des communautés dynamiques, mais à la fois des grosses communautés, cette tier list. Donc on a TypeScript, JavaScript, hein, évidemment. On a Python, parce que Python, au niveau du cloud, au niveau scientifique, au niveau de l'IA maintenant, il est devenu extrêmement, extrêmement important et extrêmement utilisé. Et puis, bah, il y a toujours Java, hein. Les javaïstes, pour leur faire dire qu'ils vont passer à autre chose que Java, il faut du temps, hein. Il faut même pas mal discuter. Après, bah, il y a la grosse fête de quartier. Donc là, il y a encore du monde, hein, il y a encore pas mal de gens qui s'éclatent avec ces langages. Moi, j'ai quitté la fête de quartier sur PHP il y a bien longtemps. Je suis pas allé faire connaissance des gens du quartier C Sharp. J'ai un peu fait connaissance avec la partie C++, mais voilà, il y a encore, c'est des fidèles, hein. Voilà, là on est sur du fidèle. C'est des gens qui sont bien dans leur quartier, puis ça leur plaît. Ensuite, on a le club des connaisseurs. Mais ce club va grossir. Et je pense qu'à mon avis, il y a certaines de ces technologies, dans 5 ans, 10 ans, c'est Woodstock, hein. Mais pour le moment, on est plus sur du domaine de connaisseurs. Par contre, là, attention, il y a des passionnés, hein. Là, on va en rediscuter parce que dans ces communautés-là, il y a des candidats pour la Love Story, hein. C'est moderne, il y a une entraide, ça fonctionne bien, mais pour le moment, bah, c'est encore des petites communautés. Et puis, bah, ça me fait mal de le dire, mais il y a les réunions des anciens combattants. Alors, c'est pas complètement vrai, la taille est encore grosse, mais disons que, bah voilà, il y a des gros clients qui sont en train de le supplanter. On a déjà dit, hein, Rust, le noyau Linux, maintenant, ça code plus en Rust qu'en C. Alors, pas tout à fait, mais quand même. Et puis, il y a Ruby. Alors effectivement, Ruby, il y a énormément de belles choses qui ont été fabriquées dessus, et c'est pour ça que moi, c'est mon langage de cœur. Mais effectivement, la communauté, elle réduit, elle diminue de plus en plus. Donc il y a moins de monde qu'avant, mais alors les liens, je vous le dis, les liens sont incroyablement forts. On se rejoint sur la prochaine tier list. Alors je sais plus si c'est la prochaine, mais quand on va parler de la Love Story, vous allez voir, on va avoir du, ah, mais si, c'est exactement ça. Je me rappelais plus l'ordre que j'avais mis, mais c'est exactement ça. Allez, c'est parti pour les relations amoureuses. Donc là, on parle d'adoption et d'appétence et de satisfaction et de bonheur du développeur. Et là, il y a les catégories grand amour. Et dans les catégories grand amour, moi je connais très bien la catégorie Ruby, et je fais partie de ceux qui sont des fans absolus de ce langage. Et beaucoup de gens qui s'y investissent deviennent des fans absolus. Par contre, effectivement, la communauté est plus petite. Mais par contre, on y retrouve TypeScript est cette espèce de groupe supplémentaire au-dessus de JavaScript, au-dessus d'ECMAScript. Et là, c'est clair, là aussi, ça se fait des bisous, hein. Et puis, bah, il y a des gens qui m'ont parlé de Rust, donc je suis allé voir Rust et je me suis dit, mais c'est fou parce que on a le même type
de bonheur perceptible et de joie de développer chez les développeurs Rust qu'on retrouve chez les développeurs Ruby et aussi un peu chez les développeurs Python. Donc effectivement, dans la catégorie grand amour, TypeScript, Ruby, Rust, Python. Et moi, je suis en train de faire des infidélités en allant dans la communauté Rust. Mais en tout bien, tout honneur. Alors, il y a les crushs du moment. Donc là, effectivement, c'est des langages, il y a eu une appétence. Est-ce que c'est des relations stables? On ne sait pas trop. C Sharp, Go, Kotlin. Donc voilà, ils sont arrivés dans la classe. T'as tout le monde qui les a regardés en disant putain, quand même, mignon, mignon. Ouais, ouais. Mais ça malheureusement, je ne sais pas si c'est amené à durer. Et puis voilà. Par contre, c'est des langages tout à fait intéressants, hein. Donc certains auront un avenir radieux. Mais pour le moment, c'est encore les crushs du moment et certains peut-être qui sont un peu moins crush. Je pense peut-être à C Sharp. Il y a les mariages de raison. Alors JavaScript, c'est je t'aime moi non plus. Moi j'admire JavaScript parce que on l'a vu apparaître, disparaître. On est presque, enfin j'aurais presque pu le descendre dans la catégorie c'est compliqué, hein. Mais Swift, Java. Alors, Java, est-ce que les gens qui font du Java sont tous des fans absolus de leur langage? Non. Mais par contre, ils savent le temps qu'ils ont passé pour appréhender tout l'écosystème. À l'époque, l'écosystème J2E et ainsi de suite. Et voilà, ils se disent, pour que je sorte et que je perde tout l'effort que j'ai fourni, bof, quoi, hein. Et là, on a la catégorie c'est compliqué. Alors, est-ce qu'il y avait un jeu de mots avec c'est compliqué? Peut-être. Mais du coup, effectivement, on continue à avoir du C partout. Le C++, on voit qu'il y a des usages, mais disons que Rust est en train un petit peu de taper sur les plates-bandes de C++. Enfin, reste compliqué. Moi, PHP, finalement, ça n'a pas été compliqué, hein. C'est-à-dire que quand il y a une société bien connue qui a fait un takeover sur PHP, moi, je me suis dit, écoutez, faites ce que vous voulez, mais moi, je vais aller voir autre part. Et puis, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à regarder Ruby, donc ça fait déjà quelques années, hein, ouais. Oui, je ne sais plus exactement, mais ça fait déjà quelques années. Et donc, pour moi, c'est plus compliqué, mais je pense que pour les gens qui font encore du PHP, avec l'écosystème qu'ils ont pu mettre en œuvre, avec les outils, les frameworks qui se sont mis en œuvre et ainsi de suite, je pense aux web développeurs, je pense à certains indés, ils continuent, mais est-ce qu'ils continuent à l'apprécier? C'est une vraie question. Et puis moi, il y avait quelque chose qui me posait problème dans PHP, c'est le non-respect du principe de moindre surprise et l'ensemble des librairies avec pas de standardisation des prototypes et ainsi de suite, c'était compliqué pour moi dès le début. Voilà. Alors, la boîte à outils du bricoleur. Là, on va parler de polyvalence. Et l'objectif, c'est de regarder de façon objective quels sont les langages qui permettent de faire le plus de choses différentes. Et moi, alors, le couteau suisse laser, bon, JavaScript, mais c'est parce qu'effectivement, il est tellement utilisé qu'on lui a trouvé une polyvalence. C++, alors j'ai beaucoup hésité pour le mettre ici, parce que effectivement, est-ce qu'il est réellement polyvalent? Il est quand même très ancré solution client lourd et donc solution non connectée. J'ai beaucoup hésité. J'ai forcément mis Python, et j'ai aussi hésité à y mettre Ruby, mais je ne l'ai pas mis. Python parce qu'effectivement on peut faire une page, on peut faire un serveur web comme on peut faire de l'IA, comme on peut faire du cloud. Donc Python, j'avais aucun doute. JavaScript, j'avais aucun doute. C++, c'est plus contestable. J'ai beaucoup réfléchi de savoir où j'allais le positionner et je l'ai positionné là. Il y a la super caisse à outils. Et vous allez voir, Ruby, je l'ai descendu un peu plus bas à cause de ce côté manque de performance. Parce qu'effectivement, j'ai plutôt privilégié. Python, c'était pas un souci de performance, c'était vraiment un souci de vraie polyvalence. Mais voilà, je ne l'ai pas mis là. Donc là, dans la super caisse à outils, il y a C Sharp, il y a Java, il y a C, il y a TypeScript. Ça permet de faire beaucoup de choses différentes. Alors vous le sentez bien, hein, la catégorie boîte à outils du bricoleur, je suis moins à l'aise, hein. Est-ce que Materialist, elle tient la route? J'en sais rien. Bon, après, il y a la visseuse, dévisseuse, perceuse. C'est pas encore suffisamment complet. Donc là, on a les Ruby, Rust, Go, Kotlin. Plus ça va, plus il y a des librairies. Donc effectivement, vous le voyez, mon élément pour
distribué tout ça, ça a été les écosystèmes de librairie. Et je pense que le classement, je l'ai fait un peu de façon trop mathématique en essayant de regarder la taille des écosystèmes de librairie. Donc ça vaut ce que ça vaut. On va donc peut-être pas passer des heures sur cette tier list parce que j'en suis pas complètement satisfait. Et puis enfin, dans la partie marteau, c'est très spécifique. Dès l'instant où c'était vraiment que orienté pour un domaine d'activité, je les ai forcément descendus. Bon, euh, on va pas la garder à la postérité, hein, cette tier list-là. Par contre, celle-ci elle est plus intéressante, la partie street food, de parler de l'efficacité et de la productivité du développeur. Donc là, sans surprise, pour moi, le langage le plus productif rapidement, peut-être pas avec le maximum de robustesse, c'est Ruby. Mais après, effectivement, on retrouve PHP, hein, faire quelque chose rapidement, un web en PHP, ça se fait. On y retrouve TypeScript, on y retrouve Python, parce qu'effectivement, Python est assez proche sur les principes de Ruby. Je préfère personnellement faire du Ruby que du Python, mais voilà. On peut très très rapidement produire quelque chose. J'ai démontré plusieurs fois à des apprentis qu'on était capable de pondre une application web structurée en quelques jours avec Ruby. On peut faire un POC en Ruby en quelques heures, quand on connaît bien les écosystèmes. Après, il y a le bon plat fait à la maison. Donc là, c'est pour ça aussi que je m'intéresse à Rust, parce que je vois effectivement que on est sur de la synthèse là. On a à la fois de l'efficacité, mais on a aussi la performance, et c'est pour ça que je pense qu'il est extrêmement intéressant de s'intéresser à ce langage, parce qu'on a un ticket d'entrée qui est pas si compliqué que ça quand on a fait l'effort de comprendre certains concepts, et je trouve moi en plus, et vous le verrez dans la série qui va suivre, là juste après l'entracte, on va rentrer dans la série Tech and Dev de Ruby à Rest, et vous verrez qu'effectivement vous comprendrez pourquoi moi je trouvais quelques facilités à aller vers Rust, celle que j'avais pas trouvée avec Go, et je les retrouve avec Rust. Et en plus, il y a des choses qui chez Rust me font me pencher plus dessus. Mais malgré tout, Go est dans cette catégorie. Et on va y retrouver aussi C Sharp et Kotlin. Donc là, c'est des langages qui sont clairs, c'est structuré, il y a les librairies. Ce qui est intéressant, c'est que par exemple pour Rust, on a cette approche d'environnement de développement structuré, intégré, complet, avec Cargo, avec l'intégration des tests, avec l'intégration de la documentation. On retrouvait des choses qu'on a vues apparaître dans les langages interprétés dynamiques, là où il y a eu la dynamique la plus forte pour aller vers les aspects TDD, BDD, Behavior Driven Development, ou Test Driven Development. Donc on retrouve ça chez ces langages. Ensuite, il y a les recettes de grands chefs là. Hein. Bon, c'est bon, hein, c'est super bon, on fait des trucs super, mais par contre, ça demande plus de temps à mettre en œuvre. Donc, on y retrouve Java, JavaScript et Swift. Et puis enfin, faut d'abord construire la cuisine. Donc là, c'est des langages géniaux, clairement. Hein. Et s'il fallait qu'il y ait une tier list pour dire quel langage a eu le plus d'impact et a apporté le plus à l'informatique. Alors là, je pense que ces deux-là, alors peut-être plus le deuxième, pardon, le C en lui-même, parce que le C++ c'est qu'une continuité, c'est d'abord de la construction sur le précompilateur, mais il remonterait en haut de la liste. Donc vous trompez pas, hein, c'est pas du tout du manque de respect vis-à-vis de C, mais voilà, hein, vous devez gérer la RAM, c'est démerde-toi, hein, c'est vas-y à coup de maloc, et puis tu fais gaffe à ce que tu fais s'il te plaît. D'accord. Donc là, il remonterait. Mais là, pour le coup, dans l'efficacité, la productivité, tout ça ne prend pas en compte l'effort de construction d'un écosystème personnel qu'on peut se fabriquer les uns et les autres pour se faciliter la vie. C'est-à-dire, c'est fait par rapport à ce que le langage propose en lui-même, pour être très clair. Alors, pour conclure, on va regarder mon classement, parce que finalement, là, j'ai essayé d'avoir une vision quand même qui reste un peu dans une démarche pragmatique. Là, il n'y a que l'affect qui va parler, et c'est que moi qui vais parler, c'est que mon avis. Et mon avis, bah, pour moi, Alors, étonnamment, vous auriez dit, pourquoi il n'a pas mis du rouge en haut? Pourquoi c'est pas Ruby? Parce que j'essaye de me projeter, et que j'essaye de regarder le futur, et que j'essaye aussi de faire passer le message, de se dire, si vous devez investir sur un langage maintenant, allez regarder du côté de Rust, parce qu'il fait la synthèse sur à peu près tout. Et c'est ça qu'il faut souligner, ce langage fait la synthèse sur à peu près tous les aspects, de mon point de vue. Sans surprise, je mets Ruby, mais par contre je mets Python aussi, parce que Python c'est l'IA, c'est le cloud.
C'est beaucoup de choses qui sont construites en Python. C'est une communauté absolument gigantesque de développeurs. C'est pas possible qu'ils soient pas sur le podium et pas sur la troisième place. Donc je l'ai mis à égalité avec Ruby. Et Ruby, il est là parce que l'efficacité, et il est là parce que c'est mon langage de cœur, et puis qu'il fallait bien que à un moment je prenne mon avis personnel. Et puis forcément, sur la colonne de droite, il y a TypeScript, JavaScript, il y a le web. Parce que le web, j'ai fait une vidéo complète sur le navigateur internet, sur le web. Bon, voilà, hein, c'est plus qu'un morceau, c'est incontournable. Donc sur le podium, il y a forcément JavaScript. Et quelque part, je mets TypeScript aussi parce que c'est la suite logique. Et puis il y a le cloud pour tout le monde. Tout ce qu'on voit ici, avec Rust, avec les WebAssembly, Python parce que c'est une brique de fabrication du cloud, Ruby parce que moi ce que je mets sur le cloud, je le fais très bien avec Ruby sans problème, et puis TypeScript, JavaScript, j'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi. Alors j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, vous pouvez vous lâcher dans les commentaires en me disant mais tes listes c'est n'importe quoi. Oui, mais c'est les miennes et voilà, j'avais décidé de faire un petit entracte un peu fun, c'est fait. Et puis bah, au mieux, j'espère que ça vous a apporté quelque chose. Au pire, j'espère que ça vous a plu. Et à la prochaine.